il est peut-être allumé, je ne sais pas. Oui, vous m'entendez bien. Ok. Oui, merci infiniment Thierry. On t'écouterait pendant très longtemps. Et je suis toujours ému de t'entendre parler de mon travail parce que j'ai l'impression d'avoir fait finalement du bon travail. Je te remercie. Oui, donc on est là pour évoquer la question des cicatrices. Finalement, c'est un thème qui est un peu un fil rouge de mon travail depuis le début, d'une certaine manière, puisque j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur la défiguration. Là, c'est la cicatrice sur le visage qui saute aux yeux, mais qui détruit évidemment le sentiment d'identité de la personne. J'avais beaucoup travaillé, comme tu l'as rappelé, sur les attaques au corps, et notamment sur les scarifications. Et c'est sans doute d'ailleurs l'un des points de départ du livre, puisque j'ai rencontré des adolescentes qui disent, quand je vois les cicatrices de mes entailles, les unes disent « ça me rappelle des souvenirs absolument dégueulasses de mes vies, je voudrais effacer ça à jamais ». Et donc ce sont par exemple des filles, plus rarement des garçons, qui recourent à des procédures d'effacement. D'autres, à l'inverse, disent « quand je vois mes cicatrices, je suis fier parce que je me dis j'étais capable de surmonter des moments très très durs dans ma vie et c'est une sorte de leçon. Quand je vois mes cicatrices, je me dis je vais être capable de surmonter les autres difficultés que je rencontre maintenant ». Donc les cicatrices sont un peu une sorte de texte projectif à cet égard, et ça a été l'un des points moraux en quelque sorte de départ du livre. Et puis à un moment donné aussi, j'ai croisé des femmes qui avaient été victimes d'un cancer du sein et mastectomisées et qui refusaient la reconstruction mammaire et qui revendiquaient leurs cicatrices, mais qui faisaient faire de très beaux tatouages sur leurs cicatrices. J'ai rencontré d'ailleurs une tatoueuse bretonne qui est un peu spécialisée dans la rencontre avec ces femmes. Et là aussi, je trouvais que c'était une démarche évidemment magnifique de reprise en main de son histoire, de son corps, une manière d'esthétiser aussi, une manière de montrer aussi que la mort n'a pas eu le dernier mot et que c'est toujours la personne qui décide, en tous les cas là, la femme en l'occurrence. Et puis il y avait évidemment toutes les questions de torture, j'oublie sûrement des chapitres de mon livre, mais ça n'a pas été un terrain, entre guillemets, totalement neuf, dans la mesure où je côtoyais ces questions-là depuis bien longtemps. Et puis, évidemment, on a tous, chacun de nous dans cette salle, on a 1, 2, 3, 4, parfois beaucoup plus de cicatrices qui sont liées à notre enfance, à nos chutes de vélo, à des petites choses comme ça, des choses anodines. Et puis aussi, évidemment, il y a les opérations, il y a opérations chirurgicales qu'on a pu vivre, des séquelles d'accidents. Bon, il y a le meilleur et le pire qui se côtoient, mais ces cicatrices font partie de notre identité, du sentiment de soi. Et j'avais été ému par la lecture de Paul Auster, qui, pour moi, avec Joyce Carol Oates, c'est les deux plus grands auteurs américains d'aujourd'hui. Paul Auster est mort l'année dernière. Mais Paul Auster commence carrément son livre Journal d'hiver, si ma mémoire est bonne. C'est le journal de sa vieillesse, sa vieillesse très relative, mais il était très, très affaibli par son cancer. Et il commence à décrire la dizaine de cicatrices qu'il a sur son corps. Voilà. Donc il évoque, cette cicatrice-là, ça vient de telle chute, telle autre. Puis il y a l'énigme d'une cicatrice dont sa mère ne lui a jamais parlé. Et donc il ne sait pas, il reste sur cette énigme. J'ai retrouvé aussi chez Murakami la même description, voilà les différentes cicatrices que j'ai, etc. Et ça m'intéressait énormément parce que je sais bien combien on peut être attaché à nos cicatrices, mais pour le meilleur ou pour le pire, comme Thierry l'a rappelé, parce que les cicatrices qui sont issues d'une agression, d'un viol, d'un accident grave, ou d'un attentat, etc., sont là, par contre, évidemment, quand on les voit, elles sont un rappel terrible, un rappel de mémoire, un choc en retour brutal. Mais il y a aussi des souvenirs plus tranquilles de nos jeux d'enfants. Voilà, moi-même, j'ai une cicatrice, j'en parle de façon un peu anecdotique, mais c'est une cicatrice d'un jeu d'enfant quand je vais avoir 7, 8, 6, 7 ans dans ces eaux-là. Dans un jeu de cache-cache, j'avais plongé dans un grenier sur une coupole en verre, voilà, qui m'avait ouvert pas mal le genou, donc je me rappelle. Et c'est un moment de mémoire parce que je vois encore, c'était ma grand-mère inquiète qui m'emmène au médecin, le médecin qui me recoue, etc. Le jeu, évidemment, t'es courageux, tu vas pas plus tous ces trucs-là.
Et puis après, le fait d'avoir été quelques jours arrêté à l'école, enfin tous ces trucs-là. On voit que combien la cicatrice, en effet, a un choc avec le monde, ce qui reste finalement de ce choc avec le monde, mais en même temps une mémoire. Donc, en ce sens, on peut dire que chacun de nous, on a une biographie cutanée, et un peu comme les personnes qui ont beaucoup de tatouages, qui vous disent toute ma vie, elle est dans mes tatouages, je peux dire où j'ai fait celui-là, pourquoi, etc. Mais en amont du tatouage, il y a toutes les cicatrices qu'on a pu avoir les uns les autres et qui deviennent des signes d'identité pour le meilleur ou pour le pire. Alors tu as évoqué le nombril, évidemment on ne pense pas trop au nombril quand on réfléchit sur les cicatrices, mais c'est la cicatrice des origines, et avec ce paradoxe évidemment très amusant, on imagine que ni Adam ni Ève évidemment n'ont eu de nombril, puisque Adam est façonné par Dieu. Non, il n'est pas passé par un utérus, par un ventre de femme, et puis ni Ève, puisque vous vous rappelez que Dieu la sort carrément toute adulte. Pas comme il n'y a pas un bébé Ève. Non, Ève devient une femme devant Adam, etc. Donc ni Adam ni Ève n'avaient de nombril. Et puis après, évidemment, il y a chaque humain qui naît est forcément une donnée vraiment de la condition humaine, c'est le rappel peut-être le plus élémentaire, le plus modeste, le plus humble qu'on puisse avoir de notre connivence avec tous les humains qui peuplent la Terre depuis l'origine. Et le nombril est tellement important d'ailleurs dans le rapport qu'on a avec les autres que quand des enfants naissent sans nombril, parce qu'il y a des, j'ai plus les noms médicaux, mais il y a des pathologies qui font qu'ils n'ont pas de nombril, on va le reconstruire chirurgicalement pour ne pas que ces enfants souffrent de la stigmatisation, du harcèlement de leurs petits copains dans les cours de sport ou à l'école ou ailleurs. Des adultes également, j'ai vu que des adultes se faisaient refaire également, c'est des pathologies adultes qui font qu'on est obligé que les chirurgiens sont obligés de découper un peu la peau, et donc ils reconstruisent aussi, ils tentent de reconstruire en tous les cas le nombril. Voilà. Puis le nombril m'intéresse aussi d'ailleurs, mais pour des raisons un peu anecdotiques. Le ventre, évidemment, a toujours eu mauvaise presse dans les représentations du corps, dans la morale du corps de nos sociétés, sauf avant la Renaissance. Hein, quand on lit Rabelais, quand on lit tous ces auteurs-là, il y a même un flamboiement de ce que Michael Bakhtin appelle le bas corporel. Et on peut dire le ventre, c'est un peu le bas corporel, parce que c'est le côté un peu vulgaire, entre guillemets, c'est la nourriture qu'on ingère, qui se transforme, etc. Bon, mais à partir de la Renaissance, on pourrait dire avec des gens comme Norbert Elias qui ont analysé ça, comme Norbert Elias, la civilisation des mœurs, l'embourgeoisement du monde, les rites de mise à distance de l'autre, on crache plus partout, on mange plus avec des mains, etc. Bon, donc nous sommes les héritiers, hein. On est les héritiers profondément de cette culture de la Renaissance qui amène la fourchette, le couteau, la cuillère, les distances, on mange plus avec ses mains, sauf dans certaines sociétés, mais ça c'est autre chose, mais on mange plus, on ne plie plus dans le même plat, etc. Et donc le nombril est devenu un lieu du corps désastreux, désagréable, un peu comme les organes sexuels et autres. Et il s'est passé dans les années 90 une revalorisation spectaculaire du nombril avec le piercing, puisque le nombril est un lieu tout à fait favorable pour recueillir le piercing, évidemment. C'est un lieu qu'on peut planter très facilement, plus facile. C'est facile aussi sur cette tatouage. Il y en a partout, vraiment. Maintenant, oui, maintenant il y en a pas. Au début, c'était moins le cas, évidemment. Donc on a vu tout d'un coup dans les années 90 des adolescentes avec des t-shirts qui leur arrivaient juste au-dessus du nombril et arborant fièrement leur piercing au nombril, voilà. Et à ce moment-là, le nombril a changé un peu de statut, il est devenu beaucoup plus valorisé. Bon, c'est encore le cas évidemment aujourd'hui, mais voilà une cicatrice donc, qui a trouvé sa place dans la pub. Voilà. Alors, oui, vas-y. Oui, tu évoquais le fait qu'il y avait déjà, quand tu évoquais les tatouages, tu parlais de signes d'identité. Oui. Et donc, il y a aussi des cicatrices qui font signe d'identité. Est-ce que tu as pu repérer quelles sont les personnes qui s'approprient le plus, dans quelles circonstances, dans quel contexte, par rapport à quels événements, les cicatrices comme des signes d'identité, peut-être même parfois arborés?
Oui, tu as évoqué tout à l'heure les signes, les rites de virilisation, les signes de virilisation. C'est clair que les cicatrices sont très genrées. Je n'aime pas du tout ce terme-là, mais il est vraiment entré dans le domaine de la sociologie aujourd'hui. Donc les cicatrices des femmes n'ont pas du tout le même statut que les cicatrices des hommes. On pourrait dire que les cicatrices des hommes les virilisent, les cicatrices des femmes les abîment, les démonétisent, entre guillemets, sur le marché, entre guillemets, des relations amoureuses ou autres. Et là, dans la valorisation, il y a des exemples fameux, d'ailleurs dans l'histoire du cinéma, mais dans l'histoire de la criminalité. Scarface, le grand film de Howard Hawks, mais aussi de Brian De Palma, qui a tellement ému les banlieues, tellement d'ados ont voulu s'identifier au personnage qui n'était pas le Scarface original que filmait davantage Howard Hawks dans les années 30. Voilà, donc là, pourquoi c'était Al Capone, le Scarface? Parce qu'Al Capone avait une cicatrice sur le visage et qui lui donnait donc une stature, pas seulement un statut, mais une stature d'un homme qui en a, entre guillemets, le caïd, il ne faut pas aller le chercher, etc. Donc il y a dans les groupes, notamment masculins, dans les bandes masculines, il y a cette virilisation qui fait que ceux qui vont dominer sont souvent ceux qui ont payé le tribut le plus élevé à la mort. On pourrait dire la cicatrice d'Al Capone ou d'autres, c'était montré plus fort que la mort. Voilà. Donc ça, on retrouve ça énormément aussi dans la littérature, je me rappelle du travail qu'avait mené Myriam Selami, qui est une ancienne doctorante qui est aujourd'hui professeure à Tunis. Et Myriam avait travaillé sur les gangs de Tunis et elle avait suivi d'un point de vue ethnologique un petit groupe où le chef de gang se scarifiait systématiquement avant d'aller rencontrer ses sbires, en quelque sorte. Donc il arrivait tout ensanglanté et il disait à Myriam, quand ils me voient arriver comme ça, ils se disent « Oh là là, il faut faire attention avec celui-là, il est très fort, il est très dangereux, etc. » Il assurait sa domination en payant le prix, évidemment, il y avait une part de sacrifice sans doute, mais en tous les cas, voilà, il s'hyper-virilisait, entre guillemets, avec cela. Par contre, du côté des femmes, non, c'est pas du tout. Non, une femme va avoir un visage abîmé, détruit. On retrouve ça aussi beaucoup dans la littérature. Et justement, alors, du côté des femmes et peut-être aussi de quelques hommes, comment se vit le trauma des cicatrices? Tu as un peu exploré ça aussi. Comment finalement cette cicatrice difficile parce qu'elle rappelle une agression par exemple, une blessure de guerre, comment on compose avec? Est-ce qu'il y a des mouvements différents? Parce que là, il y a beaucoup de choses, parce que dans le travail que j'ai mené, j'ai vu par exemple que des militaires acceptaient plus volontiers même des défigurations. Parce que pour eux, c'était le tribut aussi, payer leur métier, ils avaient affronté la mort, ils s'en étaient sortis, alors que sans doute aussi ils avaient perdu des compagnons. Donc ils assumaient ils n'allaient pas forcément faire une chirurgie reconstructrice en la matière. Il y a d'autres circonstances où le fait d'enlever la cicatrice, parce qu'elle est justement, je me rappelle de cette femme qui avait une cicatrice à la suite d'un viol et qui s'est fait enlever la cicatrice et qui a pu reprendre à nouveau une existence plus heureuse parce qu'elle n'avait plus en permanence sous les yeux le rappel de l'horreur qu'elle avait pu vivre. Donc on a plein de cas de figure de cet ordre-là. Donc on va dire qu'il y a des cicatrices trophées en quelque sorte qu'on a arrachées à la mort, et puis les cicatrices au contraire qui viennent dégrader, qui viennent détruire, qui sont le rappel d'une torture, d'une infamie, de quelque chose comme ça. Alors oui, il y a beaucoup d'exemples. Oui, en t'écoutant, je me rappelle de mes travaux au Congo, au Brazzaville, après les guerres civiles, où je m'étais rendu compte que le statut de l'handicapé physique n'était pas terrible. C'est un peu reclus, un peu un rejet. Mais les handicapés de guerre sont au contraire valorisés et eux montrés, voilà, parce que voilà, ils ont été d'une certaine manière des héros. Oui, tu me rappelles, du coup, puisque tu as aussi travaillé là-dessus, les marquages corporels, les scarifications rituelles, les tatouages rituels, etc. Et à cet égard, j'analyse à un moment donné dans le livre le changement radical de statut
d'une jeune femme, par exemple, qui change de contexte social. Parce qu'elle en a parlé. C'est l'histoire d'une jeune femme, Sarah, du côté du Sénégal, disons, qui vit avec jubilation son rite de passage, qui consiste à avoir des scarifications sur les deux joues, à l'horizontale et presque parallèle. Et donc elle disait son bonheur d'être devenue une femme aux yeux de sa communauté. Elle allait pouvoir épouser quelqu'un, elle allait pouvoir avoir des enfants, etc. Elle assumait toutes les responsabilités. Or, cette jeune femme va faire des études universitaires et aujourd'hui elle travaille dans une grande association humanitaire. Et elle explique que quand elle se promène dans les rues de Dakar ou d'ailleurs, tout le monde la regarde avec effroi. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme défigurée. Ces signes traditionnels sont devenus des balafres, à telle enseigne qu'elle est stigmatisée, qu'aucun garçon ne veut sortir avec elle, et elle explique qu'elle ne peut sortir qu'avec des garçons de la même communauté, de la même ethnie, qui ont exactement les mêmes balafres, entre guillemets, parce qu'eux aussi, ils sont rejetés par les filles comme des trucs pas très beaux. Voilà, changement de statut, ce qui m'évoque aussi l'un de nos grands ethnologues, Robert Jolin, qui a été un très grand africaniste dans les années 50, et aussi qui s'est beaucoup battu pour la valorisation des peuples autochtones, au Brésil d'ailleurs aussi, mais dans d'autres pays. Et Robert Jolin voulait vivre de l'intérieur un rite d'initiation Sarah. Il a écrit d'ailleurs un très beau livre qui s'appelle La mort Sarah, qui est une ethnographie de cette population Sarah, où il analyse pas seulement les rites funéraires, mais la vie quotidienne. Et il voulait vivre de l'intérieur un rite de passage. C'est le rêve évidemment d'un ethnologue. Généralement, les ethnologues sont trop âgés, ils ont 30, 40 ans, 50 ans, alors que les rites de passage, ça touche des jeunes qui ont, par rapport à notre état civil, je veux dire, ça n'a pas beaucoup de valeur dans d'autres sociétés, mais qui doivent avoir, je sais pas, 14, 15 ans, 20 ans, etc. Et donc Robert Jolin réussit à convaincre les anciens de la communauté pour vivre le rite. Et donc il commence à vivre un certain nombre d'épreuves. Mais c'est difficile, mais en tous les cas il tient le coup. Et puis arrive le dernier moment qui consiste dans les balafres. Je n'aurais pas parlé de balafres, parce que là du coup il y a un jugement de valeur dans le terme de balafres, il n'y a pas de scarification. Alors le moment des scarifications arrive, et là Robert Jolin dit non, pas ça. Et voilà, et là, moi, sur le boulevard Saint-Michel, en prof d'université, on imagine mal Robert Jolin. Enfin, il aurait pu en faire une coquetterie. Oui. Je pense d'ailleurs que d'autres l'auraient fait volontiers. Mais ce n'était pas le style de Robert Jolin, apparemment, qui voulait rester bien longtemps. C'est un très grand ethnologue par ailleurs, mais il voulait rester avoir une bonne image, en tous les cas, auprès de la communauté parisienne à laquelle il était mêlé. Mais vous voyez le statut donc extrêmement différent de la même marque corporelle d'une société humaine à une autre, d'un contexte même à un autre, contexte peut-être de quelques centaines de kilomètres là avec la population Sahara, mais qui fait que tout d'un coup on passe du signe au stigmate. Avec parfois même dans les marques rituelles, une appropriation de la douleur, presque une douleur voulue. Tu donnais l'exemple de l'esclavification chez cette population femme. Je pensais par exemple à une ethnie Téké au Congo où les garçons se font circoncire très tard, au début de la puberté, vers 12-13 ans, et évidemment sans aucune asepsie. C'est absolument terrifiant, et c'est un circonciseur qu'ils appellent le gorille, parce qu'il a un masque de gorille qui vient, les gamins sont terrorisés, mais en même temps il serre les dents. Et un adulte que j'avais interrogé sur cette violence de cette circoncision sans asepsie me disait, mais c'est comme si on le trépanait. Voilà. Mais il faut serrer les dents parce que. Voilà, et donc, du coup, indépendamment de la douleur, c'est une cicatrice revendiquée, là, du coup. Oui, évidemment, oui. Non, là, je ne vais pas aborder la question de la circoncision parce que je me disais que là, du coup, je n'avais pas envie de faire une encyclopédie. Je voulais plutôt partir des cicatrices ordinaires, entre guillemets, qu'on a tous et qui ne sont pas des démarcations religieuses ou culturelles à ce point-là. Est-ce qu'il y a une appropriation différente des
cicatrices, dont tu as évoqué les différences hommes-femmes, mais aussi au niveau des âges, les cicatrices des jeunes, les cicatrices des vieux. Est-ce que tu as perçu quelque chose? Non, c'est moins marquant. Sans doute, évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, où il y a surtout l'impératif d'un corps lisse, contrôlé, maîtrisé, etc., sans doute que effectivement les cicatrices peuvent être vécues un peu moins bien, je veux dire, qu'il y a quelques décennies où de toute façon il n'y avait pas énormément de prise en charge médicale en la matière. Les médecins étaient souvent très peu attentifs à refermer bien la plaie, etc. Parce que ça ne dérangeait vraiment personne. On vivait dans des conditions un peu plus difficiles qu'aujourd'hui. La médecine n'était pas encore banalisée comme elle l'est aussi aujourd'hui. Du fait, on dérangeait souvent pas non plus le médecin. J'ai connu ça quand j'étais petit. On ne va pas déranger le médecin. C'était déranger le médecin. Aujourd'hui, on est bien loin de ces idées-là, mais il y avait une hiérarchie sociale très forte. Il n'y avait pas la sécurité sociale évidemment était là, mais il n'y avait pas le sentiment d'avoir plus le sentiment d'avoir des devoirs que des droits. Aujourd'hui, c'est malheureusement totalement l'inverse, et bien sûr, ce qui ne contribue pas vraiment au lien social. Mais oui, donc c'est pas marquant quand même. Pour moi, je n'ai pas fait de chapitre là-dessus parce que je cite des gens qui peuvent être très jeunes et des gens plus âgés, ou des écrivains par exemple qui peuvent être relativement jeunes et beaucoup plus âgés. Alors justement, puis après on va donner la parole à la salle, mais j'avais une question à poser encore, si je peux me permettre. C'est que ce qui est extraordinaire dans les travaux de David, c'est qu'il y a une profusion de références, alors bien sûr aux disciplines des sciences sociales et humaines, mais aussi beaucoup à la littérature et au cinéma. Pour ce travail sur les cicatrices, est-ce qu'il y a des écrivains qui ont été pour toi porteurs de cette recherche Oui, alors c'est vrai que j'ai cette particularité dans les sciences sociales d'avoir toujours énormément cité les cinéastes, les écrivains. Voilà, parce que évidemment, un écrivain ou un cinéaste nous donne un contexte précis. C'est impeccable, parce que c'est un peu comme un laboratoire, c'est un peu comme si on observait le lien social à la loupe. L'écrivain nous décrit une scène, il nous décrit ce qui se passe chez les différents personnages. On a tous les éléments, par exemple pour comprendre les ambiguïtés du sourire ou du rire, ou les émotions qui traversent les personnages, etc. Et il y a évidemment la même chose dans le cinéma. Et j'ai toujours considéré pour ma part que les écrivains, les cinéastes, c'était un peu des compagnes de route de mon travail. Malheureusement, reste un peu rare en la matière, parce que à la fac aujourd'hui, il y a plus grand monde pour citer je ne sais même pas si mes collègues lisent vraiment encore des romans ou s'ils vont voir l'histoire du cinéma. Je crains que non, mais bon. il y a un clivage de génération qui s'est opéré. Moi, j'ai grandi dans l'univers des ciné-clubs. J'ai animé le ciné-club de la cité universitaire quand j'étais étudiant à Tours. Je présentais les films, j'écrivais même des textes pour présenter les films, j'animais les débats après. J'appartiens à une génération qui a grandi avec l'histoire du cinéma et ça m'a profondément marqué. Et puis la littérature est aussi extrêmement importante dans ce qu'on nous enseignait au lycée, etc. Bon, même au début à l'université. Puis j'ai aussi travaillé avec Jean Duvigneau, qui était un sociologue extrêmement important dans les années 50, dans les années 60-70, compagnon de route d'Edgar Morin, de plein d'autres auteurs, fondateurs de revues de grandes revues qui ont marqué la sociologie de ces années-là. Et Jean Duvigneau était à la fois homme de théâtre, il a écrit pour le théâtre, il a écrit des scénarios pour le cinéma, et il a écrit des œuvres considérables d'un point de vue sociologique, notamment sur l'histoire du théâtre. C'est des grands classiques, la sociologie, l'anthropologie du comédien, l'anthropologie du théâtre. Il a beaucoup écrit sur la fête, sur l'utopie, etc. Je suis heureux d'avoir fait ma thèse d'ailleurs avec lui, parce que l'autre côté de l'université de Tours de l'époque, c'était plutôt déjà quelque peu Bourdieu, et donc une vision très puritaine, très dogmatique du lien social, qui était à l'opposé absolument de tout ce que je pouvais vivre moi-même, en tous les cas, quand j'étais petit, ou plus tard en grandissant, puis en voyant l'infinie complexité du monde. Avec Duvigneau, on était beaucoup plus dans l'infinie complexité du monde. Donc voilà, la littérature fait partie de notre boîte à outils. Alors, est-ce qu'il y a des auteurs qui m'ont vraiment marqué ? Il y a un livre qui est un peu classique, celui de Bruce Lowery, qui s'appelle La
psychiatrie, justement, qu'on trouve souvent dans les boîtes à livres, etc. Bon, je l'ai lu, je l'ai trouvé un peu trop sentimental, entre guillemets, je ne l'ai pas cité. C'est un livre qu'on a un peu oublié d'ailleurs, d'un auteur important dans les ailes comme Gilbert Cesbron, tout un tas d'auteurs qu'on lisait dans les années 60 encore, mais qui ont complètement disparu, parce qu'il y avait souvent des visions très catholiques, très bien pensantes, en tout cas pas forcément catholiques, mais très bien pensantes, et donc ça a très très mal vieilli. Non, j'ai bien cité Murakami. Il y a plusieurs textes de Murakami où des cicatrices jouent un rôle. J'ai cité Paul Auster, mais là, on est davantage dans la biographie. Mishima, moi, ça m'a pas frappé. J'aime pas énormément Mishima avec son côté viriliste, etc. J'ai beaucoup aimé Le Pavillon d'Or parce que c'est une magnifique réflexion sur la beauté et justement, nous qui travaillons aussi sur les souffrances adolescentes, mais aussi malheureusement sur les tueries que perpétuent certains adolescents dans des collèges ou autres, ou le djihadisme ou autre, je trouve que le livre de Mishima est une formidable analyse du ressentiment qui porte un jeune homme qui n'est pas beau, qui échoue tout dans sa vie et qui veut se venger. Et sa manière de se venger, évidemment, c'est de détruire la beauté du Japon, du Kyoto de ces années-là, c'est de brûler le pavillon d'or en étant assuré comme ça qu'il aura son éternité, sa gloire, comme toutes les ordures qui ont perpétré les attentats ces dernières années, qui étaient convaincus d'entrer dans la lumière de l'histoire, que leur nom, on s'en rappellera toujours, parce qu'ils avaient laissé une encoche de douleur. Chez Mishima, c'est évidemment personne ne meurt, mais c'est une analyse absolument magistrale, en effet, de tout ce qui peut traverser un jeune homme en échec et qui voit les autres qui réussissent et qui leur en veut, mais en même temps il fait semblant, il sait très bien cacher son jeu et autres. Mais pour le reste, j'aime moins le Mishima qui se donne la mort en public et tout ça. C'est pas des romans qui m'ont vraiment marqué.